Nous pouvons commencer par faire le refuge, la prise de refuge et bodhicitta. Donc, dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, l'Assemblée suprême de la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême de la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc voilà. Donc il y a des gens déjà qui m'ont demandé, oh, il y a ce passage là à partir de la strophe 140, hein, dont vous avez discuté hier aussi pendant le groupe, et qui est toujours dans ce Bodhisattva Charyavatara, c'est toujours un passage un peu difficile, hein. On se demande un peu qu'est-ce que ça veut dire, et parce qu'en fait il y a les deux côtés, hein. Il y a le vieux moi et le nouveau moi. Même Geshe-la, en fait, quand il explique, il dit ah c'est bizarre, parce que évidemment on prend le côté de l'autre, on ne sait plus qui est qui. Hein. Et donc on va essayer de reprendre un peu. Mais comme vous l'avez discuté, vous en avez discuté hier, peut-être parmi vous il y en a qui veulent partager un peu. Il doit y avoir un micro qui tourne dans les mains d'Alexis. Donc s'il vous plaît, parlez dans le micro parce que ça permet aux gens qui sont pas dans la salle. C'est filmé ? Bonjour. Ça leur permet de nous entendre, de vous entendre si vous parlez dans le micro. Donc quelqu'un veut partager, se lancer ? Manuel ? Non, pas vraiment. Tu veux essayer ? Vous en avez parlé hier ? Certains d'entre vous ? Ou même si vous n'avez pas parlé hier, est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Histoire de partager. Hein ? Oui, mais je voulais voir si quelqu'un... Oui, tu veux poser une question ? Sandrine, tu veux pas expliquer ? Non, elle veut pas. Bon, personne va expliquer. Bon, ah voilà, Colette. Allez, Colette va expliquer. Donc c'est bien, ça vous habitue aussi à parler, hein, à verbaliser un peu ce que vous comprenez ou ce que vous comprenez pas. Oui. Oui, donc moi je n'ai rien. Ouf. Oui. Je n'ai rien de particulier du tout à expliquer, mais je voulais simplement dire que l'utilisation des termes vieux moi et nouveau moi m'a aidé je crois, à comprendre certaines choses, c'est-à-dire de prendre un petit peu cette distance avec moi et de procéder à commencer à essayer de procéder à cette forme d'observation. La terminologie, moi, m'aide. T'a aidé à prendre la distance avec toi-même. Oui. Au lieu de rester dans l'abstraction, ça m'a permis d'imager et avec ce nouveau jeu, ce joli moi que je pouvais devenir, faire la comparaison avec ce que je pouvais être, le vieux, et de là, à partir de là, faire une critique positive, enfin une vraie critique. Donc il y a une critique de soi-même grâce à la distance que l'on prend. Hein. Oui, la terminologie m'a aidé, je voulais juste dire ça. D'accord. Gisèle ?
est-ce que le nouveau moi, c'est un moi qui a développé les qualités par rapport à l'ancien moi? Voilà, bon, c'est une question. Oui, en fait, on va reprendre le texte, hein, mais en fait, la différence, c'est ça, c'est... en fait, c'est les autres et moi, en tant que... moi, mon chérissement de soi, en fait, de moi-même. Hein. Quelquefois, dans les enseignements de sa sainteté, et bon, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les textes classiques, sa sainteté dit, il propose cet exercice. Il dit, visualisez un groupe de personnes qui souffrent. Hein, des personnes qui sont dans la souffrance, qui ont besoin d'aide, et visualisez de l'autre côté vous-même sous votre aspect égoïste, sous votre aspect arrogant, égoïste, ce chérissement de soi, justement, qui essaie toujours de prendre parti des autres, qui essaie de les exploiter pour son bonheur, etc. Hein. Et dit, visualisez les deux, et si vous vous placez en témoin, en observateur équanime, hein, neutre, équanime entre les deux, systématiquement vous allez prendre la place du groupe de personnes hein, qui est pauvre, qui est faible, qui a besoin d'aide, hein, et vous allez critiquer en fait ce moi ou cette attitude égoïste en fait qui veut prendre parti toujours des autres. Hein. Sans se préoccuper en fait de leur malheur ou de leur bonheur. Et donc ça ressemble un petit peu à ça ici. Hein. D'un côté, le vieux moi, c'est l'attitude, c'est moi, mais c'est pas moi en fait. C'est l'attitude égoïste du chérissement de soi. Et l'autre, hein, le nouveau jeu, donc Geshe-la dit le nouveau jeu, mais en fait c'est les autres. On se met du côté des autres. Hein. On prend la place des autres et on observe. On se met à la place des autres, c'est-à-dire des personnes, là quand ça commence au vers 140-141, des personnes humbles, hein, et on regarde ce vieux moi, c'est-à-dire on regarde soi-même sous le pouvoir du chérissement de soi, hein, qui est arrogant, etc., et qui dévalorise les autres, etc. Hein. Donc en fait, tout ça, c'est prendre une distance par rapport à son propre chérissement de soi, à son propre égoïsme, et c'est observer, en fait, s'observer soi-même et se critiquer soi-même. Ça facilite, en fait, ça, la critique intérieure, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut arriver à débusquer l'égoïsme, à débusquer ses propres défauts, hein, et en fait, s'en séparer, hein, prendre distance, et arriver à s'analyser soi-même, et à s'autocritiquer. Hein. Mais bon, il faut faire attention, et Geshe-la l'a dit aussi, et c'est dans le texte aussi, c'est pas soi-même, c'est cet aspect de chérissement de soi, hein, ce qu'on appelle l'ennemi intérieur, oui, l'ennemi intérieur. Hein. On en avait parlé, je ne sais pas si vous avez lu, certains d'entre vous ont peut-être lu le livre de Lon Lander. Hein. Bon, il explique que c'est très parlant, c'est très éclairant quelque part. Hein. Il dit c'est comme bon dans la psychanalyse, comme dans le bouddhisme, on utilise la personnification. Hein. La personnification, par exemple, du chérissement de soi, de ses propres défauts. Hein. On peut les représenter sous forme d'un archétype dans la psychanalyse, ou sous forme, par exemple dans le bouddhisme, c'est Dharmarakshita dans la Rula Amsasare qui parle de ce démon. Il parle de quoi? Ce boucher, ce démon, etc. Hein. Où on parle de l'ennemi intérieur, où on parle, quelquefois les lamas parlent, c'est un dictateur. Hein. Bon, il n'y a pas de dictateur, il n'y a pas d'ennemi séparé de nous. Hein. Mais c'est ces attitudes-là qu'on personnifie. Hein. Donc on en fait un personnage, ce qui permet en fait de les traiter. Hein. Déjà, ça permet la distance, hein, de s'en distancier, et ça permet donc d'analyser aussi, hein, et d'éviter aussi de s'identifier à ces attitudes-là. Je veux dire, cet ennemi intérieur, c'est pas moi. Cet égoïsme, ce chérissement de soi, c'est pas moi. Hein. C'est une attitude en moi. C'est une mauvaise habitude. C'est cet égoïsme, hein, cette saisie du soi, etc. C'est pas moi.
Donc ça permet d'avoir une certaine liberté pour pouvoir traiter, pour pouvoir analyser, voir les défauts, etc. Et donc dans cet exercice, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend la place des autres, et ce chérissement de soi, en fait, on le détruit, on le critique. On le critique et puis on le détruit, en fait, on s'attaque à lui. C'est ça l'exercice. Et donc, si vous voulez, on peut reprendre en bref les strophes. Ouais. Et on va voir, on va relire un peu, on va refaire une lecture rapide pour essayer de revoir ce matériel. Le matériel de secours. C'est un jeu de mots. Donc ça commence à la strophe 140, donc page 85. Donc je me mettrai à la place des humbles et mettrai autrui à la mienne. Grâce à une conscience sans concept, je cultiverai la jalousie, la compétition et l'orgueil. Donc ça, c'est un peu l'enseignement général. Et puis ensuite, il y a l'explication, il y a plusieurs strophes. Donc ça veut dire, en fait, ici, on se met, je me mets à la place des humbles, c'est-à-dire, je me mets à la place des humbles, et je mets autrui à la mienne. En fait, ça veut dire, je me mets à la place, j'imagine un groupe, comme je vous disais tout à l'heure, un groupe de personnes humbles. Ici, on dit développer la jalousie. Donc, j'ai posé la question à Geshe-la parce que c'est un petit peu, c'est pas très confortable de penser développer la jalousie, l'esprit de compétition et l'orgueil. Et ça vient un peu, ça rend un peu la compréhension difficile. Parce qu'on peut comprendre d'un côté, d'accord, je suis ces personnes humbles, je m'identifie à ces personnes humbles, et je regarde mon attitude de chérissement de soi, là, qui est arrogant, etc. Et donc je regarde ses défauts et je le descends quelque part. Je vois je le critique. En fait, c'est ça l'essence. C'est une technique, un exercice, une méditation pour détruire le chérissement de soi. Mais là, quand on parle de jalousie, de compétition et d'orgueil, on se dit, mais pourquoi on va développer la jalousie? La jalousie, c'est une attitude négative. Et on se dit, pourquoi il faut faire ça, en fait? Donc j'ai posé la question à Geshe-la tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre, c'est pas très confortable, de développer la jalousie, l'orgueil, etc. Et Geshe-la disait, bon, en fait, c'est pas vraiment la jalousie. On appelle ça comme ça, jalousie, esprit de compétition et orgueil. Mais en fait, c'est pas vraiment l'orgueil, c'est pas vraiment la jalousie. C'est juste là parce que, en fait, on va voir, quand on est jaloux de quelqu'un, on veut le détruire. C'est ça, finalement. On veut détruire son bonheur, on veut détruire sa position. On est jaloux de quelqu'un qui a une situation plus élevée que nous. Et en fait, on veut s'attaquer à ça. On veut détruire cette position. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Quand on dit on développe la jalousie, en fait, on veut détruire ce chérissement de soi. C'est ça que ça veut dire. C'est pas vraiment la jalousie qualifiée, c'est pas de l'orgueil qualifié en tant que tel. Pardon ? C'est troublant comme expression. C'est pour ça que oui, ça peut prêter à confusion, mais donc ce que disait Geshe-la, ça porte ce nom, mais c'est pas ça. Ce que ça a en commun, bon, je répète, ce que ça a en commun avec la jalousie, c'est que la jalousie, c'est ça. Elle voit l'autre avoir une situation élevée, plus élevée que moi, et elle veut détruire ça, elle veut le détruire. Et donc, en ça, c'est de la jalousie, mais c'est pas vraiment de la jalousie. Oui, il faut prendre le micro si vous voulez. Ouais.
qu'on pourrait dire que c'est un genre de simulation, en fait? On simule, quoi, pour pouvoir après attaquer. Oui, en fait, quelquefois dans le bouddhisme, aussi dans le dharma, vous avez des phénomènes ou des choses qui portent le nom, mais qui n'en sont pas. Tu vois? Quelquefois, on donne le nom à quelque chose, et quelquefois, c'est donner le nom de la cause, ou donner le nom du résultat, ou donner le nom de quelque chose qui ressemble à ça, hein, mais qui n'est pas vraiment cette chose-là. Donc, on peut donner le nom de jalousie, mais ici, c'est pas vraiment de la jalousie caractérisée. Hein. C'est clair? Hein? C'est parce qu'on n'a pas trouvé d'autres noms, c'est parce qu'ils utilisent ce nom en tibétain, donc on le traduit, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est la jalousie telle qu'on l'entend en tant que jalousie. Ça arrive, ça, quelquefois, qu'on parle, là, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais on donne certains noms à des choses, à des phénomènes qui sont pas complètement appropriés pour cette chose-là. Hein. Mais c'est parce qu'il y a une ressemblance ou parce qu'il y a dans un certain contexte. Ouais. Est-ce que finalement, dans le premier cas, qui est cité dès la strophe 141, les gens pleins de qualité, les humbles, pourraient avoir la tendance naturelle à être jaloux d'eux. C'est aussi ça qui est exprimé. Mais en même temps... Qui a la tendance naturelle à être jaloux? Les humbles. Ben oui, ah ouais. Bien sûr. Oui. On pourrait l'interpréter comme ça. Oui. Mais au demeurant, quand on parle de l'envie, la jalousie, l'orgueil, ceux qui ont des positions supérieures, comme dans la strophe 141, ils ont une tendance à développer l'orgueil. Oui. Donc est-ce que c'est ça qui doit être médité? L'orgueil des gens supérieurs? Oui, ici, ce et qu'on donc à détruire les gens supérieurs qui manifestent l'orgueil, des gens en rivalité qui manifestent l'envie, et des gens qui sont en infériorité qui manifestent la jalousie. C'est-à-dire, au lieu de méditer, on utilise ça, mais bon, Geshe l'a dit, c'est pas vraiment la jalousie, c'est pas vraiment... On va le lire, hein, on va le lire. Oui, parce que en général, entre les inférieurs et les supérieurs, hein, si je regarde, si un inférieur regarde un supérieur, en fait, c'est la jalousie. Hein. Donc ici, on se met du côté des humbles, c'est-à-dire dans la méditation, je m'identifie avec les humbles. Donc un groupe de personnes, hein, où les humbles, par rapport à celui qui est supérieur. Hein. Comment cultiver la jalousie envers ceux qui nous sont supérieurs? Normalement, c'est ce que tu dis en fait, hein, Gérard. Les humbles cultivent la jalousie envers ceux qui sont supérieurs. Hein. Voilà, c'est la tendance naturelle. Donc ici, les humbles, je m'identifie aux humbles et je regarde celui qui est supérieur. Et c'est qui est supérieur ici? Hein, c'est moi, c'est mon chérissement de soi, c'est l'orgueilleux en moi. Hein. C'est mon chérissement de soi quand il se sent supérieur. Hein, parce que le chérissement de soi, c'est ça, quand on est on se compare toujours aux autres. Hein, aussi. Quand on est très attaché à soi, on se compare toujours aux autres. Et donc, on catalogue les autres comme il y en a qui sont mieux que moi, il y en a qui sont égaux, il y en a qui sont inférieurs. Et donc, tout le monde est répertorié. Et à cause du chérissement de soi ou de la forte saisie qu'on a de soi, on va développer ces perturbations, hein, les perturbations de l'arrogance, etc. Et donc, en face aussi, hein. Donc ici, on prend le parti des humbles, oui, qui sont jaloux de celui qui est supérieur. Celui qui est supérieur, c'est mon chérissement de soi. Hein. Et donc, on le regarde, et donc c'est là qu'il est dit, donc, il est respecté et pas moi. Hein. Donc là, je me mets à la place des humbles. Je prends leur parti. Hein. Je prends leur parti contre mon chérissement de soi. Hein. Mais écoute un peu alors. Ouais. Non mais j'écoute beaucoup Chantal. Donc je suis quand même embrouillée. Est-ce que si on ne dit pas je cultiverai mais je détruirai, est-ce que c'est plus clair ou est-ce que je suis complètement larguée? Je détruirai où ça? Je détruirai
au lieu de je cultiverai la jalousie et naninana, Non. c'est je détruirai. Non. C'est je cultiverai. Parce que je me mets à la... Mais je cultiverai, mais il faut pas prendre... Laisse tomber jalousie, compétition, orgueil. Si ça t'embête, laisse tomber. C'est pas ça l'important. Hein. C'est pas ça l'important, parce que ça porte le nom, mais disons, c'est transformer un peu ici la jalousie, c'est transformer la jalousie en quelque chose de positif, parce que c'est pour détruire le chérissement de soi. Donc c'est pour ça que c'est pas une jalousie caractérisée. Hein, parce que la jalousie, en fait, c'est quelque chose de négatif. Ici, c'est quelque chose de positif. Cette jalousie, elle est utilisée pour détruire le chérissement de soi. Hein, donc c'est quelque chose de positif. Donc ça porte le nom jalousie, mais c'est pas la jalousie qui a des caractéristiques propres. C'est-à-dire, c'est pas une émotion négative ici. Oui. On avait été dérangé par le titre finalement parce qu'on était arrivé donc à cette conclusion qu'on se mettait à la place de l'autre et on regardait notre propre orgueil et on essayait de détruire notre orgueil, l'orgueil de l'ancien moi. Ouais. Mais du coup, mais c'est ça. Ouais. C'est ça le truc, c'est que le titre il n'est pas explicite. Ça devrait plutôt être détruire notre orgueil en cultivant la jalousie. En cultivant la jalousie. C'est quel titre tu parles ici? Quand on voit comment cultiver la jalousie envers ceux qui nous sont supérieurs. Juste avant le 141. Ah oui. C'est pas très explicite. Oui, mais il faut savoir. Non, après bon, c'est des traductions et puis c'est aussi un texte tibétain, tu vois. Ça veut dire que ça suit pas forcément. Il pense pas. Il faut ouvrir un peu son esprit et c'est pas forcément les façons de s'exprimer comme on a nous. Tu comprends? Hein? Voilà. Donc. Disons que ça aide à comprendre. Oui, en fait, cultiver la jalousie envers ceux qui nous sont supérieurs, ça veut dire. Dans le but de détruire notre propre orgueil. Oui. Après, il faut comprendre. Hein. Ceux qui nous sont supérieurs, c'est rien. Il faut comprendre le contexte. Ouais. C'est ça qui est trouble et qui fait qu'on met un peu de temps à comprendre la logique de la chose. Il faut comprendre l'essentiel en fait. Hein. Et puis après, il faut comprendre le reste en fonction de ça. Hein. Il ne faut pas prendre les mots au sens strict. Voilà. Quelquefois. Quelquefois oui, quelquefois non. Donc voilà, on regarde ce chérissement de soi qui est orgueilleux, qui est supérieur. Il est respecté et pas moi. Hein. Donc on est du côté des humbles. Hein. Je ne possède pas, je ne gagne pas autant que lui. Il est honoré, je suis décrié. Il est heureux, je suis malheureux. Je fais tout le travail alors qu'il se prélasse. Hein. Donc on se plaint de celui-là. Hein. On veut le détruire. Et c'est ça que fait la jalousie aussi. Hein, la jalousie, elle fait ça. Elle veut détruire l'autre en face. Hein. C'est un grand de ce monde. Moi, je suis humble. Mon manque de qualité est notoire. Hein. Donc ensuite, nous sommes tous dotés de qualité. Alors là, c'est dire, bon, je suis inférieur. Enfin, ça c'est un peu une aparté. Hein. C'est un grand de ce monde. Moi, je suis humble. Donc, je suis sans qualité. Hein. Mais en fait, c'est relatif parce que nous sommes tous dotés de qualité. Ensuite, donc, il doit tout faire pour me guérir. Hein. Donc c'est toujours puisqu'il a des qualités, il devrait me guérir. Hein. Mais je ne suis pas l'objet de ses soins. Hein. Donc soit on peut employer la troisième personne, soit on peut lui parler directement. Je ne suis pas à ce chérissement de soi. Je ne suis pas l'objet de tes soins. Je ne suis pas l'objet de ses soins. Hein. Pourquoi me maîtrises-tu? Pourquoi me maîtrise-t-il? Hein. Et à quoi servent tes qualités, hein, puisque tu ne m'aides pas, si tu es supérieur. Donc c'est critiquer faire la critique justement de cette arrogance, de ce chérissement de soi. Hein. Donc tu es dénué de compassion pour les êtres qui sont pris dans la gueule des mauvaises destinées. Tu fais étalage de tes qualités, tu prétends rivaliser avec les érudits. Donc c'est toujours regarder ce moi qui est orgueilleux,
hein, qui est supérieur, qui se croit supérieur, hein, mais qui en fait, qu'est-ce qu'il fait de ses qualités, hein? Il ne les utilise pas pour développer la compassion, et il prétend rivaliser avec les érudits. Il est imbu de ses qualités, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne développe pas la compassion, il ne m'est pas utile, hein. Oui. Je crois que pour clarifier un petit peu, comme je le ressens, Shantideva, il nous demande de se mettre à la place de ceux qui subissent notre chérissement de soi. Parce qu'on peut très bien dire, le chérissement de soi, c'est pas bien, ok, il faut que je l'enlève, mais on n'a aucune sensation de comprendre ce qu'on peut faire comme mal aux autres. Et on perd de vue l'état d'esprit qu'on est là pour faire le bien pour tous les êtres vivants. Et le fait, lui, la meilleure manière de dire attention, vous chérissez vous-même, regardez l'effet induit que ça peut avoir sur les gens. Et donc automatiquement, il se met à la place des gens qui subissent notre chérissement de soi, et il nous dit regardez, effectivement, vous voyez ce que ça fait. Ouais. Voilà. Mais c'est exactement ça. Parce que c'est très facile de dire, le chérissement de soi, c'est pas bien. Point. Mais ça, on ne peut pas se rendre compte. Tandis que lui, il inverse les rôles et il dit attention, le chérissement de soi, si vous vous croyez supérieur, mais voilà ce que ça induit chez les gens et vous leur faites du mal en fait, parce qu'en contrepartie, ils pensent que vous la pétez et que vous faites tout ce qu'il dit après. Hein. Non, mais c'est ça, merci. Ouais. Non, c'est ça, c'est évident. On se met. Par rapport à l'orgueil, les gens que l'on considère comme humbles, et on se met à leur place. Hein, et sur les exemples à suivre, c'est un petit peu pareil. Si on est à égalité, on va regarder, si on les regarde avec un esprit d'un peu de compétition, en disant il était l'égal de moi, si on n'a pas cet esprit d'humilité de couper ce chérissement de soi, automatiquement on va avoir chez les gens des réactions qu'on ne voit pas, mais qui vont être des réactions négatives et qui va les empêcher de se développer et ils vont avoir une certaine rancœur. En plus, ça sera très négatif pour nous puisqu'on aura des karmas négatifs qui vont revenir vers nous, quoi, en quelque sorte. Gérard, tu prends le micro, s'il te plaît. Merci, c'est très clair. Et ça a le double avantage de se mettre, non seulement de se regarder soi-même dans son auto-chérissement, mais de se mettre en empathie avec les autres. Ça a aussi cette double fonction. Ben oui. Puisqu'on s'identifie à eux, ça veut dire on prend leur place. Voilà. Donc on se met à leur place, oui. Donc il y a toute une échelle de tas de bénéfices justement dans cette position qui nous permet d'être empathique et de comprendre la position des autres en se mettant à leur place et de voir notre auto-chérissement, de pouvoir mieux le combattre. Exact. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué parce que c'est un espèce de jeu permanent. Ben, c'est une interversion. Absolument. C'est une interversion. Quelquefois, l'échange d'ailleurs, on traduit intervertir. Tu vois, tu prends le rôle de l'autre, la place de l'autre, ben, tu prends la place de l'autre et puis toi tu regardes l'effet qu'ont sur les autres tes attitudes. Donc après, cultiver l'esprit de compétition envers ceux qui nous sont égaux. Donc, quant à mon égal, afin de le surpasser et de m'assurer gain et honneur, je recourrai même à la dispute. Donc ici, on se met à la... Donc ici d'ailleurs, vous voyez, il parle du héros pour l'éveil, et il appelle Devadatta dans le commentaire. Ce Devadatta, ce héros pour l'éveil des Devadatta. Donc c'est qui Devadatta? Tu veux pas... Oui, c'est l'ancien moi, oui. C'est un cousin du Bouddha. C'est un cousin du Bouddha. En Bouddha. rivalité avec lui depuis l'enfance. Exactement. Donc Devadatta, c'était un cousin du Bouddha qui essayait toujours de détruire le Bouddha. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi on l'appelle donc le vieux moi ou le chérissement de soi, cette attitude égoïste. On l'appelle le Bodhisattva, Devadatta. Devadatta, un peu par définition, c'est quelqu'un qui est mauvais. Enfin, qui est mauvais. C'est quelqu'un...
pourquoi on utilise Devadatta? À mon avis, à moins que vous ayez une autre explication, Devadatta, c'est celui qui a jamais... qui a jamais reconnu le Bouddha comme le Bouddha, qui l'a toujours vu comme un imposteur, qui a toujours cherché à le détruire. Donc Devadatta, quand on utilise Devadatta, à mon avis, à moins que ça n'ait rien à voir et que ce soit juste un nom commun. Ouais, je sais pas. C'est à voir. Bon, c'est ma pensée que c'est peut-être lié parce qu'on l'appelle Devadatta, mais on l'appelle aussi le Bodhisattva Devadatta. Pourquoi on l'appelle le Bodhisattva Devadatta? Oui, parce qu'en fait, c'est moi qui ai pris les vœux de Bodhisattva. Ce chérissement de soi, en fait. Qui c'est qui a ce chérissement de soi? C'est un soi-disant Bodhisattva. Un soi-disant Bodhisattva. C'est pour ça que Devadatta, pour moi aussi, c'est un Bodhisattva, mais c'est un Bodhisattva de pacotille. Enfin, c'est quelqu'un qui est censé être un Bodhisattva, puisque j'ai pris les vœux de Bodhisattva, je suis la voie du Mahayana, je suis la voie de l'éveil, etc. Donc c'est pour le Bodhisattva, c'est ça, c'est le vieux moi, c'est cette attitude égoïste en fait, c'est le Bodhisattva qui faillit. Tu prends le micro s'il te plaît, ouais. En même temps, ça peut être aussi un bodhisattva du fait qu'il nous fait travailler. Si tu veux. Alors ici, comme une image de l'épreuve qu'on doit surmonter. Si tu veux, ouais. Bon, là, on le voit plus tard, que c'est un peu plus expliqué peut-être, le Bodhisattva. Quant à mon égal, alors, quand aurore de l'éveil qui est notre égal, à nous les êtres, et donc c'est la 147, je lis le commentaire. Donc nous les êtres, je m'identifie aux êtres, aux autres en fait. Il y a moi et les autres, mais moi sous la forme du chérissement de soi. Donc ce héros pour l'éveil qui est... Maintenant c'est pareil, mais c'est à égalité. C'est-à-dire il y a les êtres auxquels je m'identifie, nous les êtres, et puis il y a ce bodhisattva qui a les mêmes qualités en termes de rang social et autres, afin de surpasser ce héros avec nos qualités et de nous assurer gain et honneur, je recourrai même à la dispute. Donc ça, c'est un peu la concurrence. Par tous les moyens, je révélerai mes qualités au monde entier et je ferai en sorte que personne n'entende les siennes. Ça, c'est l'esprit de compétition. Donc on prend le parti des autres. Et on regarde ce chérissement de soi, et pour le détruire, en fait, on dit « je révélerai les qualités des autres au monde entier ». Et je ferai en sorte que les siennes soient cachées. Donc ici, on développe le chérissement d'autrui. Et on détruit le chérissement de soi. Parce qu'on prend le parti d'autrui. Je vais révéler les qualités d'autrui au monde entier, et je vais faire en sorte que personne n'entende parler des qualités de ce vieux jeu égoïste. Ça revient au même que quand on dit je vais louer les autres, je vais déclarer au monde entier les qualités des autres et moi je vais cacher les miennes. Ensuite, toujours la concurrence vis-à-vis de leur excellence innombrable. Je cacherai jusqu'à mes défauts, que je sois vénéré et lui non. Donc ça, c'est les êtres toujours. Le jeu, là, c'est les êtres. Donc, que je cache les défauts des autres, que les autres soient vénérés, que moi, je ne le sois pas. Donc, ça revient aussi à ce qui est dit plus loin et ce qui est dit dans les enseignements de l'échange de soi et des autres, on dit je cacherai mes qualités et je révélerai les qualités des autres. Je cacherai les fautes des autres et je révélerai les miennes. Michel l'a bien dit, même un petit bonbon, je révèle, je révèle mes fautes et je cache mes qualités. Et je révèle les qualités des autres. Donc ça revient à ça finalement. Je mets du côté des autres et donc je cache mes défauts, je cache les défauts des autres. Je m'identifie aux autres ici. Donc, c'est-à-dire, au lieu de, normalement, on intervertit, parce que normalement, ce jeu égoïste, il veut cacher ses défauts, il veut être vénéré et pas les autres. Donc ici, on se met à la place des autres et on dit,
on va cacher les défauts des autres, hein, on va vénérer les autres et souhaiter que ce jeu égoïste ne soit pas vénéré. Hein. C'est un peu un jonglage. Hein. Et qu'à présent je gagne des biens, que les autres gagnent des biens et qu'ils soient respectés et pas lui. Hein. Ici, je, c'est les autres. Hein. Et lui, c'est moi. Hein, c'est pareil. Ouais. Et donc ensuite, engendrer la joie en considérant les mots. Je prendrai plaisir à le regarder longtemps, subir des cruautés. J'en ferai la risée de tous les êtres et le bouc émissaire de chacun. Donc ça, c'est comment on traite le chérissement de soi. Hein. On se met à la place des autres et en fait, on détruit, on prend le parti des êtres et on le regarde. Hein, et on le ridiculise quelque part. Ensuite, cultiver l'orgueil envers ceux qui nous sont inférieurs. Donc c'est pareil, je prends la place des autres, hein, qui ont l'orgueil par rapport à ce bodhisattva qui est moi, qui est ce chérissement de soi en fait, qui est inférieur maintenant. Hein. Ça demande un certain... hein, c'est un jonglage un peu, hein, d'un côté et de l'autre. Hein, vas-y, Jean-Louis. Dans l'exemple de l'égalité, c'est exactement pareil. Là. Ouais. Là, on a notre ancien jeu qui dit eh moi, je suis l'égal de ceux qui sont en face de moi. Mais avec ça, je chéris, moi, je m'auto-chéris. Donc automatiquement, les personnes qui sont en face, elles vont se dire, celui-là, effectivement, il est... C'est-à-dire, avec ça, je suis en compétition avec les autres. Non, c'est les personnes qui subissent notre auto-chérissement disent, mais lui, il se dit à égalité avec moi, mais il s'auto-chérit, donc il exacerbe un peu ses qualités. Donc à ma réaction, je cacherai jusqu'à mes défauts. Donc c'est la personne, c'est les humbles qui disent ça. Je cacherai jusqu'à mes défauts, que je sois vénéré et lui non. C'est-à-dire que l'humble préférera être vénéré parce qu'il a en face de lui quelqu'un qui exacerbe son auto-chérissement. Non, là ça marche plus trop, je crois. Avant tu avais raison, mais là je ne sais pas si ça vous inspire. Parce que ici non. Ici c'est, si tu veux, le jeu en fait qui normalement si on se sent en égalité, donc ce chérissement de soi qui se sent à égalité avec les autres, qu'est-ce qui génère ? L'esprit de compétition. Hein. Donc cet esprit de compétition, on l'utilise ici de l'autre côté pour le détruire. Hein. C'est finalement l'esprit de compétition, il est du côté des autres, hein, et qui disent je le regarderai subir des cruautés, je cacherai mes défauts, je serai vénéré et pas lui, etc. Donc ça c'est la compétition, mais on prend le parti des autres pour détruire toujours ce chérissement de soi. Hein. Donc, ensuite pour l'orgueil, écoutez, relisez-le c'est le même principe. Hein. Donc ce misérable veut rivaliser avec moi, paraît-il. Donc ici, ce misérable c'est le chérissement de soi, veut rivaliser avec moi, c'est qui moi? Les autres. Hein? Donc je suis les autres, et je le regarde, ce misérable, parce que là il est inférieur. Hein? Le chérissement de soi, là il est inférieur, et quand il est inférieur, il développe quoi? Qu'est-ce qu'il développe? Ah ouais, mais là on parle d'orgueil. Et donc les autres génèrent l'orgueil. En tant qu'autre, on va développer l'orgueil par rapport à lui parce qu'il est inférieur. Hein? Vas-y. Ouais. Entre guillemets, sont sans arrêt inversés. Ouais. Jalousie, orgueil. Voilà, systématiquement. Hein. Vas-y, répète. Ouais. Non, répète parce que ça soit clair. Ouais. L'orgueil et la jalousie sont les deux antagonismes, les deux pôles, qui se font face à chaque fois par les autres et par l'autochérissement. Et puis ça s'inverse. Hein. Orgueil, jalousie, jalousie, orgueil. Ouais. Tiens, donne à Manuel. Manuel a quelque chose à dire. Oui, ce que je voulais dire, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, en résumé, on utilise la jalousie pour détruire notre orgueil, on utilise l'esprit de compétition pour détruire notre propre esprit de compétition, et on utilise l'orgueil pour détruire notre propre jalousie. Est-ce cela? Oui.
On utilise tout pour détruire le chérissement de soi, en fait. Hein. Après, ça, ce que tu dis, tu peux vérifier. Hein, en méditation ou en... Hein. Donc, aspect de la méditation sur l'orgueil. Donc, ce misérable, qui est ce chérissement de soi, hein, qui est inférieur, en fait. Il veut rivaliser avec moi, les autres qui sont supérieurs. Hein. Il veut rivaliser avec moi. Comment serait-il mon égal, hein, en études, sagesse, beauté, rang social ou richesse, hein. Donc ça, c'est le troisième. Hein. Donc les avantages de cette méditation. Ayant ainsi entendu mes qualités proclamées partout, je me délecterai pleinement d'une joie trépidante. Comment mettre cela en pratique une fois qu'on l'a cultivé? Donc, quoi qu'il possède des biens, il travaille pour moi. Donc c'est toujours ce bodhisattva, ce chérissement de soi, en fait, qui est censé être un bodhisattva. Hein. Il possède des biens, je lui donnerai juste de quoi vivre et je prendrai le reste par la force. Donc je l'empêcherai de se renforcer, en fait. Je ne vais pas le nourrir. Hein. Je lui donnerai juste de quoi vivre. En fait, le sens, c'est ça. Je l'empêcherai de se renforcer. Je vais le traiter de façon à le détruire. Hein. C'est la façon de traiter ce chérissement de soi. Hein. Comment je dois traiter ce chérissement de soi? Comme un ennemi. Hein. Et donc, je me bats contre lui. Je ne le nourris pas, hein, pour le défaire, le détruire. Toujours, je le priverai du bonheur et lui infligerai des maux. Donc les résultats de la méditation, ici on contemple les inconvénients du chérissement de soi et les avantages du chérissement d'autrui. Hein. C'est lui, ce chérissement de soi, hein, des centaines de fois dans le cycle qui m'a fait souffrir. Toi, donc, esprit mu par le désir de parvenir à tes fins, hein, toi l'égoïsme. Bien que des ères innombrables se soient écoulés, une si grande peine ne t'a procuré que tourment. Hein, ça, c'est les défauts du chérissement de soi, hein, qui est la source de tous les maux. Hein. Ainsi, j'accomplirai parfaitement le bienfait d'autrui sans réserve. Puisque la parole du puissant est infaillible, plus tard, j'en constaterai les bienfaits en atteignant l'état d'éveil. Hein. C'est-à-dire en suivant les bienfaits du chérissement d'autrui, c'est d'atteindre l'éveil. Si tu t'étais employé ainsi plus tôt, il serait impossible que tu te trouves dans cette situation dénuée de l'excellente béatitude d'un Bouddha. Hein. Tu aurais dû faire ça il y a longtemps. C'est pourquoi ainsi que tu considères les gouttes... Alors, ici, c'est conseiller de chérir autrui avec zèle. Hein. Et donc ici, ça répond à un argument qui dit j'ai essayé de m'échanger avec autrui, mais j'en suis incapable. Hein. Et alors, il dit, t'es incapable de considérer les autres comme toi, hein. S'intervertir, c'est ce qu'on a fait. Hein, on prend la partie des autres, on s'identifie avec eux. Hein. J'ai essayé de m'échanger, mais j'en suis incapable. Et alors, c'est quoi la réponse? Tu prends le micro, s'il te plaît. Ouais. Si je crois comprendre, la réponse est tu es déjà autre. Hein, tout simplement. Qu'est-ce que tu as à te prendre pour toi puisque tu es déjà autre? Tu es le sang et le sperme d'un autre. Tu es donc un produit. Tu n'es donc pas toi. Tu es déjà les autres. Tu es comme les autres. Oui. En fait, la réponse là, ça dit tu identifies bien ce corps comme toi. Hein. Toi, c'est quoi au départ? C'est les substances sexuelles de parents. Hein. Donc du sperme et du sang, comme en tibétain on dit l'ovule. Et donc à partir de là, ça devient mon corps qui est moi pratiquement. Hein. Donc si on peut faire ça avec des substances comme ça,
Si on arrive à s'identifier à ça, pourquoi n'arriverait-on pas à s'identifier avec les autres, hein? Voilà. Et donc ensuite, en pratique, œuvrer au bonheur des autres. Hein, ça c'est accomplissement de cela en conformément à cet échange dans les faits. Et donc là, c'est la strophe 159. Donc quelquefois c'est bien quand on est un peu perdu dans le texte. Moi je trouve utile en fait de ramener ça au plan. Hein, parce qu'on voit les divisions et les sous-divisions, et quelquefois ça explique un peu où on en est, le sens, parce que quelquefois le sens c'est pas forcément facile de le rapporter à l'ensemble. Donc en regardant ça, quelquefois ça aide. Enfin moi ça m'aide. Et donc ici on dit œuvrer au bonheur des autres. En pratique, comment on œuvre au bonheur des autres, hein? Et là on voit il y a l'explication, il y a dans les faits, il y a 3 division. Hein. Donc on attribue toutes nos collections d'excellence aux autres. Hein. T'étant fait l'espion d'autrui, on travaille pour les autres. On fait l'espion et on s'espionne à soi-même. Hein. Et donc on est le garde du bien d'autrui. Et donc, quoi que tu vois sur ce corps, c'est ceci et cela, dérobe-les et emploie-les au bien d'autrui. Hein. Donc, ça veut dire, en fait, tout... ça veut dire tous mes... On donne tout ce que l'on possède. Hein. Pour se défaire de l'attachement, on met ce corps, nos biens, mon corps, ma parole, mon esprit, mes biens, mes vertus, des 3 temps, et ce mandat-là, hein, c'est-à-dire tout, je l'offre, je le mets au service des autres. Hein. C'est clair? Hein? Michel a expliqué ça. Hein? Ouais. Donc quoi que tu vois, dérobe-le, mets-le au bien d'autrui. Je suis heureux, les autres malheureux. Alors se jalouser soi-même, c'est pas très clair pour moi, se jalouser soi-même. C'est toujours pareil, on se coupe en deux. Hein. Donc ça se rapporte à la strophe précédente. Hein. On offre tout aux êtres. Donc je suis heureux, les autres malheureux. Toi, esprit mu par le désir de parvenir à tes fins, bien que des ères innombrables se soient écoulés, une si grande peine ne t'a procuré que tourment. Ah non, pardon. C'est pourquoi ainsi que tu considères... Non, pardon, j'en suis où là? Ah oui. 12. Ah ouais, ah oui, d'accord. Je suis heureux, les autres malheureux. Je suis éminent, les autres insignifiants. Je prends soin de moi. Pourquoi ne pas être jaloux de moi-même? Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est... Ici, en fait, bon, si je regarde... en fait, tout ce que dit Geshe-la, c'est que toutes les bonnes conditions... Je lis le... Ça c'est la continuation de ce qui est avant. Hein. C'est-à-dire, on dit tout au bien des autres. C'est-à-dire que quand je suis en bonne condition aussi, hein, au lieu de générer l'orgueil, je vais voir... je vais développer le bien des autres, en fait. Hein. Je vais donner mon bonheur aux autres et laisser leur souffrance mûrir sur moi. Je vais prendre leur souffrance. Je vais transférer mon bonheur aux autres et je vais prendre leur souffrance. C'était le commentaire de Geshe-la. Hein. C'est pareil, là, ici, le jalousie, c'est pour ça que je ne sais pas trop la jalousie, mais... en fait, je suis heureux, c'est les autres, en fait, non? Les autres malheureux, je suis les autres insignifiants. Je ne suis pas sûre, là, de ça, ce que ça veut dire.
le commentaire de Geshe-la, c'était ça, c'était puisse leur bonheur. Son commentaire, c'était on arrive à voir tous les êtres comme des proches. Hein. Donc, lorsque je suis dans l'abondance, dans une bonne situation, je suis peinée si mes proches ne sont pas sont en difficulté. Hein. Et donc, c'est à cause de la scission entre moi et les autres que je peux pas étendre ma compassion et ma bienveillance. Mais si je considère les autres comme des proches ou comme moi, à ce moment-là, je vais prendre sur moi la souffrance et je vais leur donner le bonheur, mes bonnes situations. Hein, c'était ça la signification. Et donc ensuite, prendre soi-même une position inférieure, que je délaisse le bonheur et assume le malheur d'autrui, que j'examine mes défauts, hein, me demandant que fais-je à tel moment. Donc ici, c'est ça, que je délaisse, que je ne m'accroche pas à mon propre bonheur, hein, mais c'est-à-dire que je ne m'accroche pas au bonheur pour moi, et que je prenne le bonheur des autres. Le malheur des autres, pardon. Et que à chaque instant, je m'examine pour voir mes défauts. Donc, c'est ça. Ne pas faire cas, là je lis le commentaire, ce qu'a dit Geshe-la, ne pas faire cas du bonheur pour moi, c'est un exercice mental aussi. Ne pas s'enorgueillir du bonheur, hein. Si on a le bonheur, l'offrir aux autres, et ne pas être abattu si on n'a pas le bonheur. Hein. Se réjouir du bonheur d'autrui et ne pas s'enorgueillir d'une autre. Hein. C'est-à-dire, si on a du bonheur, ne pas s'enorgueillir, et si on n'a pas le bonheur, au lieu d'être abattu, hein, on va se réjouir du bonheur des autres. Donc on va toujours prendre le bonheur des autres comme quelque chose de plus important. Hein, et donc offrir notre bonheur et prendre les souffrances des autres. Donc que je délaisse le bonheur et assume le malheur d'autrui, que j'examine à tout instant mes défauts. Même si les autres commettent des erreurs, que je fasse d'elles mes fautes, 163, hein, pour écraser son orgueil, on fait les éloges d'autrui. Hein. Et quand on a des qualités, au lieu de nous s'en vanter, on les éclipse. Hein. Même si les autres commettent des erreurs, que je fasse d'elles mes fautes. Hein. S'il y a des erreurs, je les prends sur moi. Hein. Et c'est toujours le chérissement de soi ici, hein, qui est visé. Hein. Parce que c'est toujours le chérissement de soi qui veut avoir raison, qui veut pas avoir tort, qui veut être heureux, qui veut pas être malheureux. Hein. Et donc, pour détruire cet attachement, en fait, hein, on s'attaque à cet attachement, à ce chérissement de soi que l'on attaque ici. Hein. Donc, en prenant les erreurs sur nous, si je fais une faute minime, que je la déclare à la foule. Hein. Si les autres commettent des fautes, que je les prenne comme étant miennes. Et qu'en magnifiant la célébrité d'autrui, j'éclipse la mienne. Donc c'est toujours dans cette interversion. Hein. Et là, on applique l'interversion en pratique dans ces situations de bonheur et de souffrance, hein, ou de louange ou de critique, par exemple. Hein. Et donc on prend sur soi, c'est-à-dire toujours sur le chérissement de soi. Hein. Donc ça, c'est quelque chose, il faut faire attention. Bon, bon, si vous avez vu, je reviens toujours à ce livre, hein, mais c'est très utile parce que bon, c'est très dans la psychologie, mais il décrit bien tous ces mécanismes. Hein. Qu'est-ce que c'est exactement ce chérissement de soi, hein. Donc détruire le chérissement de soi, c'est détruire l'égoïsme. C'est pas il faut pas s'identifier avec ce chérissement de soi. C'est pas moi. Hein. Quand on parle, enfin dans le livre, il parle de compassion farouche ou de compassion guerrière, en fait. Hein. C'est une compassion guerrière, mais même une compassion guerrière pour soi-même, qui détruit cette cause de malheur, cet égoïsme, ce chérissement de soi. Hein. C'est ça qu'on détruit. Donc il faut renoncer à ces désirs narcissiques, hein, égoïstes, et dépasser ces schémas. Hein. Et donc il ne faut pas s'identifier aux problèmes que l'on combat.
Hein. On n'est pas ce problème, on n'est pas le chérissement de soi. C'est pour ça qu'on fait, hein, on fait la différence. Hein, on ne s'identifie pas avec. Hein. Donc, il parle de compassion farouche qui s'attaque à la cause de la souffrance. Hein, et ça n'a rien à voir avec la haine de soi. Hein. Il faut faire attention. Ici, c'est pas soi-même qu'on est. En fait, c'est une façon de s'aimer, hein, en détruisant la cause de la souffrance. Je pense que Geshe-la est là. Ah, c'est Françoise. Oui, merci.